C'est une photo? Hein? C'est une photo? Hein? C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Karl Parens, je suis le PDG du laboratoire Imubio. On vous accueille aujourd'hui pour cette conférence de presse avec le professeur Yvan Rotin, qui est de l'Université de Liège, qui dirige un laboratoire de recherche sur l'arthrose et qui est l'ancien trésorier de la Société internationale Osteoarthritis Research International Society. J'accueille également Juan Dunia qui est à mes côtés, qui est médecin produit et qui vous expliquera le mode d'action de ce premier postbiotique dans le traitement de l'arthrose. Vous ne voyez pas, mais il y a Meryl Marcoux et Anaïs. Donc Meryl Marcoux qui est l'attachée de presse qui nous a aidés pour l'organisation de cette conférence de presse. Ce que je vous propose, je pense que vous êtes tous malheureusement rompus à l'exercice depuis cette crise du Covid. C'est que donc on va vous demander, moi je préfère l'interaction bien sûr, mais là on ne peut pas trop. Donc si vous voulez bien, s'il vous plaît, coupez votre micro et coupez votre caméra. C'est contre nature hein, totalement, mais bon, il le faut parce que par rapport à la technique, ce sera beaucoup plus simple. Vous allez avoir 3 topos. Un topo sur le fonctionnement de l'arthrose, comment cette pathologie et comment elle impacte les patients, qui sera fait par le professeur Rotin. Donc, un véritable enjeu de santé publique et médico-économique. Ensuite, Artelio, un point sur Artelio fait par Juan Dunia et le professeur Yvan Rotin qui a mené l'étude sur ce produit. Donc, le postbiotique qui vous expliqueront aussi ce qu'est un postbiotique parce que c'est assez novateur. Et puis enfin, moi qui vous dirai un mot sur Imubio, donc laboratoire que j'ai créé en 2016 sur le marché des probiotiques. Voilà, merci à toutes et à tous d'être là. Il y en a certains que je connais, je suis frustré de ne pas vous voir en direct, mais il y en a un certain nombre d'entre vous que je connais bien. Et je laisse la parole au professeur Yvan Rotin. Merci. Ah oui, pardon. Et à la fin, on aura une séance de questions-réponses et Meryl me fait signe. Donc, si vous avez la gentillesse de transmettre vos questions par écrit et on y répondra en fonction de vos demandes. À vous, Yvan Rotin, pour démarrer sur l'arthrose. Merci. Merci Karl et bonjour à tout le monde. Donc moi, ma mission aujourd'hui, ce sera d'introduire évidemment une innovation et vous permettre un petit peu de mieux comprendre ce qu'il y a derrière l'innovation qui vous sera ensuite présentée par mon collègue, le docteur Duniac. Donc l'arthrose, ce n'est pas une fatalité. Alors, le titre est évidemment un peu tapageur, mais bien souvent, les patients, mais aussi les professionnels de la santé pensent que finalement, il n'y a rien d'autre à faire pour soigner l'arthrose que de prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et vous verrez au cours de mon exposé que ce n'est certainement pas la bonne attitude à avoir. Diapositive suivante. Alors, donc l'arthrose, c'est une maladie qui touche les articulations. Alors, pour les non-initiés, je vais me permettre de vous rappeler ce qu'est une articulation. C'est en fait la cavité qui se trouve entre 2 extrémités osseuses, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique de droite. Et vous voyez que les extrémités osseuses sont recouvertes par un tissu qui est ici représenté en bleu ciel. C'est le cartilage articulaire. Et ce cartilage articulaire baigne dans un liquide qui est ici représenté en bleu foncé, qu'on appelle le liquide synovial, qui est un peu l'huile de l'articulation, comme vous avez l'huile de votre moteur, et que l'on voit cette huile très visqueuse, comme d'ailleurs on peut le tester lors d'un acte chirurgical où le chirurgien prend ce liquide entre ses doigts pour montrer que la viscosité ou non préservée
de ce liquide. Donc, c'est très important que ce liquide soit visqueux pour protéger le cartilage et réduire les forces, les contraintes de friction au niveau de la surface du tissu. Donc ça, c'est un petit peu le contexte, c'est l'organe qui va être touché par la maladie, c'est l'articulation. Et sachez quand même que l'on n'a pas moins de 400 articulations dans notre corps. Diapositive suivante. Alors, le cartilage, il est important. Pourquoi? Parce que c'est quelque part la signature de la maladie. Le cartilage va se détériorer, va progressivement disparaître au cours de l'arthrose. Et c'est pourquoi, évidemment, beaucoup de recherches ont été orientées sur ce tissu. Alors, c'est quoi le cartilage? Le cartilage, on peut le comparer un petit peu à une éponge. Quand on presse une éponge, le liquide, l'eau sort de l'éponge. Quand on relâche la pression, l'éponge absorbe l'eau. Le cartilage, il va se nourrir exactement de la même façon. Et lors des mouvements, vous allez avoir une succession de contraintes mécaniques sur le cartilage. Et donc, l'alternance de pression-dépression. Et donc, ce liquide va pouvoir circuler au sein du tissu et donc, comme ça, le nourrir et le maintenir en pleine forme. Diapositive suivante. Alors, ce cartilage, il va être également très important puisqu'il va faciliter le mouvement. Il va réduire les contraintes mécaniques lors des mouvements, faciliter celui-ci. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que comme c'est un tissu qui ne contient pas de petits nerfs, de terminaisons nerveuses, il n'est pas responsable de douleur. Et je vais dire qu'il joue même le rôle de tampon contre la douleur. Imaginez que ce tissu n'existe pas, vos os seraient directement en contact et donc soumis à des contraintes mécaniques importantes, ce qui rendrait chacun de vos mouvements douloureux. Donc, ce tissu, comme il ne contient pas de nerfs, il va jouer un petit peu le rôle de zone tampon pour éviter la douleur lors des mouvements. C'est très important, évidemment, de pouvoir le préserver, autrement, les mouvements deviennent douloureux. Enfin, ce cartilage, il va en association avec d'autres tissus, les os, mais aussi les muscles qui entourent l'articulation, il va participer à absorber les contraintes mécaniques pour évidemment que l'os qui est en dessous ne soit pas lui-même soumis à ces contraintes et donc ne se fracture pas ou ne génère pas de douleur. Diapositive suivante. Alors, malheureusement, dans l'arthrose, ce tissu, il va progressivement disparaître. Alors, regardez l'image du dessus. Vous avez un fémur, donc c'est l'os qui participe à l'articulation du genou, l'os supérieur. Vous voyez qu'à gauche, il est sain, le cartilage. Il est donc blanc, il est lisse, il est nacré. Et à droite, vous avez un cartilage qui est atteint d'arthrose. Vous voyez qu'il est irrégulier, qui, par transparence, permet de voir l'os qui est en dessous, donc il a des taches un peu brunâtres. Et donc, vous imaginez bien que dans ces conditions, le cartilage ne va plus jouer son rôle d'absorbeur de contraintes, mais aussi de tampon contre la douleur. Alors, pourquoi est-ce qu'il devient mis en évidence deux phénomènes? La première, c'est l'usure, c'est-à-dire qu'à force de répéter des mouvements, les forces de friction, le cartilage va s'abîmer, s'effriter, va disparaître, exactement comme les pneus de votre voiture. Au bout d'un certain temps de conduite, il va finir par s'user. La deuxième cause, c'est le vieillissement. Et on peut comparer ça, en tout cas pour ceux qui ont la chance de faire régulièrement la vaisselle, à des éponges de vaisselle. Si vous la laissez un certain temps au bord de votre évier, elle va se dessécher, comme vous pouvez le voir ici, et donc elle ne va plus jouer son rôle d'éponge d'absorption des liquides de l'eau. Le cartilage, c'est pareil. Donc, c'est déjà deux phénomènes qui vont intervenir dans sa disparition. C'est d'une part l'usure, d'autre part le vieillissement. Diapositive suivante. Mais l'arthrose, c'est bien plus évidemment qu'une maladie du cartilage. Tous les autres tissus de l'articulation sont touchés. Il y a ce qu'on appelle la membrane synoviale, que je vous ai indiqué sur ma première diapositive, qui, je vous rappelle, va générer l'huile qui est à l'intérieur de l'articulation.
et ce tissu, qui est très vascularisé, va s'enflammer. Et donc, s'il s'enflamme, il va créer un gonflement d'articulation et il va aussi être à l'origine de douleurs, mais aussi il va libérer toute une série de facteurs qui vont contribuer à la dégradation du cartilage. L'os qui se situe en dessous donc, du cartilage, la petite ligne bleue que vous voyez ici, va subir plus de contraintes et donc cet os va se dégrader, va se fracturer et donc va générer des douleurs parfois excessivement vives. Enfin, la capsule, qui est le trait d'union entre les deux extrémités osseuses qui forment l'articulation, elle va s'épaissir et donc va perdre un petit peu sa laxité. Et donc, vous allez avoir automatiquement, puisqu'elle va s'épaissir et se rétracter, des contraintes mécaniques plus importantes au sein de l'articulation. Diapositive suivante. Alors ça, c'est ce qu'on savait jusqu'il y a à peu près une dizaine d'années. Et puis, plus récemment, l'arthrose a été qualifiée par la FDA de maladie sérieuse, pour laquelle il n'existait pas de traitement curatif. Alors, ce que je vous dis, c'est très important, parce que maintenant, on parle de maladie. On ne parle plus de syndrome, on ne parle plus de maladie, de syndrome dégénératif. Non, c'est une réelle maladie. Et sérieuse, pourquoi? J'ai représenté la gravité de la maladie sous la forme d'un carrefour à multiflèches, à multidirections, et je vais attirer votre attention sur la direction et l'axe vertical de cette croix. Ce qu'il faut évidemment retenir et garder à l'esprit, c'est que l'arthrose, c'est d'abord et avant tout une douleur mécanique chronique. Ça veut dire que chaque fois que vous allez vouloir marcher, bouger vos articulations, vous allez, le patient douloureux, je dis vous, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge de l'audience aujourd'hui, mais en tout cas, à partir d'un certain âge, les mouvements vont devenir douloureux. Ça veut dire que chaque fois que vous allez bouger, vous allez avoir peur de bouger parce que vous saurez que vous allez avoir mal. Et donc, vous allez installer ce qu'on appelle un syndrome d'évitement. Vous allez éviter les mouvements qui vous font mal, ce qui va engendrer une kinésiophobie, c'est-à-dire une peur de bouger. Et ça, c'est vraiment dramatique. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée à la sédentarité chez les seniors. Pourquoi? Parce que si vous devenez kinésiophobe, vous allez évidemment devenir sédentaire, vous allez vous déconditionner physiquement, vous ne serez plus en bonne santé, vous allez devenir anxieux, dépressif, votre qualité de vie va être altérée ainsi que votre vie sociale, vous allez avoir des troubles du sommeil. Donc, c'est l'arthrose, la porte d'entrée, souvent chez les seniors, la première porte d'entrée à la sédentarité. Et ça, c'est vraiment un message fort de mon exposé, c'est qu'il faut absolument combattre cette maladie pour éviter la sédentarité. Pourquoi faut-il éviter la sédentarité? Parce que la sédentarité est à l'origine de l'obésité, la prise de poids vers la 40-50aine et surtout l'arrivée du syndrome métabolique. C'est quoi le syndrome métabolique? C'est diabète, dyslipidémie, donc mauvais cholestérol, c'est hypertension. Donc, tout ça, ce sont évidemment, c'est un syndrome, ce sont des symptômes qui sont associés au vieillissement. Et l'arthrose est souvent à l'origine de l'arrivée de ce qu'on appelle ces comorbidités, c'est-à-dire ces maladies associées au vieillissement. Alors, ce qu'on sait maintenant, et ça, c'est quand même une avancée majeure, et vous allez vite comprendre le lien avec la conférence de presse d'aujourd'hui, c'est qu'on sait maintenant que le syndrome métabolique et l'obésité sont des causes de la douleur et sont des facteurs d'incidence et d'aggravation de l'arthrose. Ce qui veut donc dire que si on soigne bien l'arthrose aujourd'hui, il faut d'abord bien soigner les comorbidités pour aussi pouvoir bien soigner la maladie arthrosique. Et à l'inverse, si vous soignez bien la maladie arthrosique, vous allez combattre la sédentarité, vous allez améliorer le syndrome métabolique, donc le diabète, l'hypertension, etc. Donc, les deux maladies sont liées. Et vous savez, en tout cas, vous allez l'apprendre aujourd'hui, c'est que le syndrome métabolique, l'obésité, sont responsables de la dysbiose, qui est évidemment la cible du produit qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est une maladie très complexe
qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut combattre absolument. Diapositive suivante. Donc, voici une dia qui résume bien ce que je viens de vous dire. Arthrose, syndrome métabolique, obésité, tout ça est lié. L'arthrose, c'est la porte d'entrée. Et quand vous souffrez de syndrome métabolique, vous avez une accentuation de votre maladie arthrosique. Mais pourquoi c'est important? Parce que l'on sait maintenant qu'il y a une relation entre arthrose et maladie cardiovasculaire. Et ce lien, évidemment, c'est le syndrome métabolique. On sait actuellement que le taux de décès est 1,5 fois plus élevé chez les personnes souffrant d'arthrose du genou que le taux attendu dans la population de même sexe et de même âge. Donc, vous avez plus de chances de mourir d'un diabète, d'une maladie cardiovasculaire ou rénale si vous avez une arthrose radiologique du genou. Donc, si un diagnostic radiologique d'arthrose du genou est effectué. Et ce risque est encore plus important qu'1,5 si le diagnostic est fait avant 40 ans. Donc, vous voyez que bien soigner l'arthrose, c'est aussi une question de santé publique. Diapositive suivante. Alors, c'est d'autant plus important que ça touche beaucoup de monde. Vous savez qu'en 2050, nous serons sur Terre presque 10 milliards. Et que parmi ces 10 milliards, vous aurez 2,5 milliards de personnes qui auront plus de 60 ans. Et que dans cette tranche d'âge-là, vous aurez 315 millions de personnes dans le monde qui auront une arthrose symptomatique, je dis bien douloureuse. Et que dans ces 315 millions, un tiers, 105 millions, auront un handicap sévère. Si je mets ça maintenant à l'échelle française, 10 millions de Français sont concernés par l'arthrose. Donc, c'est quand même, si je ne m'abuse, à peu près un cinquième, un peu moins d'un cinquième de votre population. Donc, c'est très important. Diapositive suivante. Quelques chiffres très interpellants, c'est qu'en 2020, les personnes âgées d'au moins 65 ans représentaient 20,5% de la population française, soit une progression de 4,7 points par rapport à 20 années précédentes. Et si on en croit les prévisions de votre Institut national des statistiques et études économiques, plus d'un habitant sur 4 aura 65 ans en 2040. Alors, ce qui est important, c'est évidemment l'impact économique. Et l'impact économique, qui représente à peu près 1 à 2% du produit intérieur brut des pays industrialisés, donc la France notamment, ben, l'arthrose est responsable d'à peu près 5 millions d'arrêts de travail au cours de ces 10 dernières années. C'est la première cause d'invalidité des plus de 40 ans. La deuxième cause de consultation chez le médecin généraliste, je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même énorme, et qu'en France, il y a eu 230 000 remplacements d'articulation de hanche ou du genou par an ces dernières années. Donc, le coût est quand même assez élevé. Il représente en moyenne, chez le médecin généraliste, à peu près 750 € par an. Donc, il y a un véritable enjeu économique, un véritable enjeu de santé publique. Diapositive suivante. Donc, je vous rappelle que les grandes causes de l'arthrose, c'est le vieillissement. On ne peut rien faire contre ça, malheureusement, aujourd'hui. Mais il y a deux causes sur lesquelles on peut agir. C'est le traumatisme articulaire et l'obésité. Le traumatisme articulaire, là, j'attire votre attention. Vous êtes peut-être tous parents ou grands-parents. Sachez qu'il faut être excessivement vigilant à bien soigner les traumatismes sportifs ou professionnels. Pourquoi? Parce qu'ils sont généralement la cause du début d'arthrose. Alors, même si c'est insidieux et que l'arthrose ne va apparaître qu'une dizaine d'années plus tard, il faut savoir que les traumatismes articulaires sont souvent à l'origine du début précoce de la maladie. La deuxième chose et la deuxième cause sur laquelle on peut agir, c'est évidemment l'obésité et le syndrome métabolique qui est associé. Et là, évidemment, il y a un enjeu de la nutrition, mais aussi, vous allez voir, les probiotiques et les postbiotiques peuvent jouer un rôle important. Diapositive suivante. Un autre facteur, mais qui concerne surtout une forme particulière d'arthrose, qui est l'arthrose des mains,
là, une des causes, c'est l'hérédité. Il faut savoir qu'une femme aura un risque plus élevé d'arthrose des doigts si sa mère, sa tante ou sa grand-mère avait également cette arthrose. C'est une des rares arthroses qui a vraiment un caractère héréditaire, même si on sait qu'en général, la génétique intervient quand même beaucoup aussi dans le développement, surtout dans des formes rapides d'arthrose, de développement rapide d'arthrose. Diapositive suivante. Alors, comment prévenir cette maladie? Il y a moyen de la prévenir. Je vous l'ai déjà dit, c'est bien soigner les traumatismes articulaires sportifs et professionnels, même chez les jeunes. C'est très important. On n'autorisera pas un jeune à retourner sur le terrain de sport s'il n'a pas eu une bonne rééducation préalable pour protéger son articulation par de bons muscles. Il faudra surveiller les douleurs articulaires, qui sont souvent le premier signe d'apparition, en tout cas de révélation de cette maladie. C'est important de pratiquer régulièrement une activité physique. C'est très important, c'est d'ailleurs un des meilleurs traitements de l'arthrose actuelle. Et surtout, éviter le surpoids par des mesures diététiques, mais aussi par l'activité physique. Diapositive suivante. Au jour d'aujourd'hui, comment peut-on traiter l'arthrose? Il y a 3 piliers qui sont indissociables. Et ça, j'insiste, on ne soigne bien l'arthrose que si on agit via ces 3 piliers. Vous avez un changement de style de vie. Et là, le médecin, le professionnel de la santé joue un rôle important. Mais vous aussi, les journalistes, vous devez participer à ça par justement l'information du grand public. Le patient arthrosique doit se prendre en charge. Il doit oser changer de style de vie, changer sa nutrition, changer son activité physique, changer également son poids, son style de vie, éviter la sédentarité. Il faudra aller trouver un professionnel comme un kinésithérapeute pour pouvoir appliquer toute une série de traitements non pharmacologiques dont je vais vous les décrire très brièvement par après. Et enfin, vous avez les traitements pharmacologiques. À ce jour, les traitements pharmacologiques sont surtout utilisés pour faciliter la reprise de l'activité physique et la rééducation. Donc, il ne faut pas dissocier les deux. Il n'existe au jour d'aujourd'hui pas de traitement capable, de traitement pharmacologique capable à lui seul de soigner l'arthrose. Il faut absolument avoir une association du pharmacologique et du non pharmacologique. Et je le répète, utilisons le traitement pharmacologique pour réduire les symptômes et favoriser la reprise de l'activité physique et les programmes d'exercice. Diapositive suivante. Dans les traitements non pharmacologiques, il y a l'éducation et l'information. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y a la kinésithérapie qui va jouer un rôle important. Pourquoi? Parce que les kinésithérapeutes seront ceux qui vont mettre en place les programmes d'exercice physique adaptés aux patients arthrosiques. Il y a la reprise d'activité physique. Il existe différents moyens. Par exemple, en Belgique, il existe la prescription de l'activité physique. Le patient qui a une prescription médicale pour l'activité physique peut avoir accès, moyennant un remboursement, à une salle de sport. Il y a également toute la perte de poids. Et là, tout ce qui est nutritionniste va évidemment jouer un rôle important. Dans la partie pharmacologique, il y a une croyance qu'il faut absolument combattre. Et je compte sur vous, les journalistes, pour combattre cette croyance. C'est que c'est une erreur de soigner l'arthrose par la prescription d'anti-inflammatoires et de paracétamol. Ces médicaments doivent être réservés aux formes les plus douloureuses pendant la période la plus courte possible. On sait aujourd'hui que la prise prolongée de ces molécules chez un patient vieillissant, chez un senior et surtout chez ceux qui ont toutes ces comorbidités que je vous ai décrites tout à l'heure, sont des molécules qui vont aggraver leur état, aggraver ces comorbidités, qui sont responsables d'effets secondaires graves au niveau hépatique et au niveau rénal. Donc le combat aujourd'hui, c'est de limiter la prise de ces molécules paracétamol et anti-inflammatoires non stéroïdiques. Et c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'alternatives et de traitements innovants. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un traitement innovant qui aura comme but, justement, de réduire cette consommation de ces médicaments qui, je le rappelle, s'ils sont pris pendant une longue période chez des personnes âgées, peuvent avoir un effet iatrogène très important. Il existe aussi, évidemment, des traitements intra-articulaires, comme
l'injection de corticostéroïdes, mais il faut limiter l'utilisation de ces corticostéroïdes. La règle générale, ce n'est pas plus de 2 injections par articulation. Et il y a aussi l'injection de ce qu'on appelle d'acide hyaluronique, la viscosupplémentation. Ça, c'est en gros l'arsenal thérapeutique du médecin au jour d'aujourd'hui. Et donc, il a finalement très peu d'armes pharmacologiques pour lutter contre la douleur arthrosique. Et c'est pour ça aussi qu'il faut évidemment encourager l'innovation, la recherche dans ce domaine. Diapositive suivante. Et c'est ce que fait d'ailleurs la Fondation Arthrose, qui est une fondation internationale, qui est une association aussi de patients, mais qui veille aussi à promouvoir la recherche et qui a notamment créé au niveau mondial la Journée mondiale de l'arthrose. Et dès à présent, vous les journalistes, je vous invite à noter dans vos agendas la date du 17 septembre, puisque le 17 septembre, c'est la Journée mondiale de l'arthrose. Vous serez probablement contacté soit directement par la Fondation Arthrose ou par l'association française qui est l'AFLAR, qui est l'association française avec qui d'ailleurs on travaille très régulièrement, qui s'occupe évidemment des patients arthrosiques en France. Voilà ce que j'avais à vous dire de façon évidemment très vulgarisée et très synthétique. Merci Yves pour ce topo qui nous a éclairé sur les enjeux de cette pathologie. On voit qu'il est vraiment clé et on voit bien la cascade entre l'hygiène de vie, si je puis dire, et l'atteinte de l'arthrose et puis le vieillissement de la population qui va faire que ça va être un enjeu de santé publique majeur. Maintenant, je vais laisser la parole au Dr Juan Duña, médecin généraliste, qui s'est énormément penché sur Artélio, ce premier postbiotique. Donc, à toi, Juan. Bonjour à toutes et à tous. Professeur Henrotin, merci beaucoup pour cette belle communication et puis surtout pour avoir introduit le microbiote dans cette pathologie, puisque vous vous en souvenez peut-être, à un moment donné dans son exposé, le professeur Henrotin a fait référence au déséquilibre de ce microbiote qui est donc l'ensemble des bactéries qui peuplent notre intestin, puisque là on parle du microbiote intestinal, car en effet ce microbiote joue des rôles extrêmement importants dans notre vie de tous les jours, puisque dans certaines de ses fonctions, en fait, il supplée à des choses que nous ne savons plus faire nous-mêmes ou que nous n'avons jamais su, peut-être des fonctions que nous avons perdues au cours de l'évolution, comme par exemple la digestion des fibres, qui, sans la population du microbiote dans le côlon, eh bien, ne pourrait pas être effectuée par nous-mêmes. Un des rôles qui est important pour le microbiote, c'est ce rôle de barrière. Je parle d'une barrière physique qui va isoler en fait la muqueuse intestinale de l'ensemble des germes qui circulent dans le tube digestif. On a vraiment ce microbiote au travers de cet arrangement de glycoprotéines et de germes. On a une couche qui va isoler la membrane intestinale du contenu intestinal et qui va permettre donc aux cellules intestinales de remplir leur fonction d'absorption des nutriments et de l'eau. Et quand ce microbiote est perturbé, on appelle ça donc la dysbiose, on a au choix, mais c'est souvent combiné, une prolifération de bactéries au sein de ce microbiote qui ne sont pas les bienvenues, qui sont donc des bactéries potentiellement pathogènes. On a donc une réduction de la diversité parce que ces bactéries vont s'accaparer l'ensemble de l'espace et vont donc, au détriment des bons germes, reprendre donc la place disponible. Et donc, on va perdre ces bactéries bénéfiques qui nous protègent donc au travers des différents rôles qui sont soulignés dans la partie supérieure de la diapositive et vont donc venir coloniser et vont donc venir avoir des effets délétères sur ce microbiote. C'est ce qu'on appelle la dysbiose. Diapositive suivante. Alors, comment on peut aujourd'hui relier cette dysbiose au cartilage articulaire et notamment à un mécanisme qui vient s'associer à ceux que le professeur Henrotin a bien décrit, c'est-à-dire l'usure et la perte d'élasticité de ce cartilage, qui est l'inflammation. Aujourd'hui, comme le professeur Henrotin l'a dit, on sait que le cartilage articulaire et que l'arthrose n'est pas simplement une maladie mécanique. Il y a d'autres phénomènes qui viennent s'associer et un de ces phénomènes, c'est l'inflammation. Dans la dysbiose, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure,
on a un rôle du microbiote qui va être altéré, qui est celui de protéger le contact entre les cellules intestinales et le contenu du microbiote. Et notamment, les bactéries gram-négatives dans la dysbiose vont avoir accès à cette muqueuse intestinale et vont laisser donc passer au travers de la muqueuse intestinale un certain nombre de composés, dont celui qui nous intéresse ici est le LPS, qui sont en fait des lipopolysaccharides. Ces endotoxines, comme on les appelle aussi, vont donc rejoindre le flux sanguin, les vaisseaux sanguins qui sont sous la muqueuse intestinale. Ils vont être pris en charge par un transporteur qui est le LPB, et c'est ainsi que ces LPS vont, à travers le flux sanguin, entre autres, rejoindre le cartilage, parce que nous savons aussi que ces LPS vont atteindre d'autres organes et vont être à l'origine d'autres phénomènes pathologiques, dont notamment des atteintes qui viennent compliquer le syndrome métabolique auquel le professeur Henrotin faisait référence tout à l'heure. Mais pour nous, là, ce qui nous intéresse pour Artélio, c'est que ces LPS vont atteindre le cartilage articulaire et notamment la membrane synoviale. Et dans ces membranes synoviales, il y a des cellules de l'immunité, des monocytes et des macrophages. Ces cellules vont s'activer au contact de ces LPS et elles vont faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire dégranuler et libérer dans la synovie et dans le cartilage articulaire des médiateurs de l'inflammation. Et ce sont ces médiateurs de l'inflammation qui vont entretenir cette inflammation qui va justement contribuer à la dégradation du cartilage. Eh bien, justement, Artélio est un produit qui va empêcher ces LPS de rejoindre le flux sanguin et va diminuer l'inflammation au niveau du cartilage articulaire et va permettre d'avoir un effet préventif sur la dégénérescence du cartilage articulaire. Et c'est par ce biais, aujourd'hui, qu'on a identifié le mécanisme d'action d'Artélio sur donc, le développement et le maintien des phénomènes inflammatoires qui vont contribuer à la dégradation du cartilage articulaire. Donc, ce mécanisme d'action a été mis en évidence dans une étude qui a été menée dans un modèle animal expérimental de l'arthrose et qui nous a permis de mettre en évidence effectivement cette limitation des phénomènes inflammatoires qui ont des effets extrêmement bénéfiques sur le cartilage articulaire, sur des modèles animaux de l'arthrose, où on a bien mis en évidence cet effet protecteur de l'Artélio sur les LPS. Et les diapositives suivantes. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous un des co-investigateurs d'une étude qui a été menée avec Artélio en France sur un panel de 335 consommateurs français qui sont donc des patients souffrant d'arthrose, diagnostiqués radiologiquement par un médecin et qui sont une population représentative des arthrosiques tout venant en France, tels qu'on peut les rencontrer dans nos cabinets de médecine générale ou en rhumatologie. Et ces patients, ils ont été suivis pendant 3 mois, donc à l'inclusion, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois et au bout de 3 mois. Et pendant cette période d'étude, ils ont reçu un traitement à base d'Artélio, 1 gélule par jour pendant 3 mois. Qu'a-t-on observé à la fin de cette étude? Tout d'abord, et c'est très important, c'est que l'observance au traitement a été excellente puisque à la fin de ces 4 mois d'étude, 88% des patients étaient toujours sous le traitement avec Artélio. Et donc, on voit qu'il y a une bonne observance au traitement, notamment parce que c'est un traitement qui se prend qu'une fois par jour, car vous le savez, le nombre de prises influence énormément l'observance. Ensuite, et c'est très important, ce qui nous a été donc rapporté, notifié et mesuré dans les études aux différentes évaluations, c'est une baisse du nombre de patients arthrosiques qui souffraient au quotidien de leur douleur arthrosique. On a constaté dans l'étude une baisse de 30% du nombre de patients qui souffraient donc de ces phénomènes d'arthrose, avec des crises d'arthrose qui étaient moins longues, moins fréquentes et moins douloureuses. Sur cette diapositive, vous avez quelques éléments quantitatifs qui témoignent de cette amélioration in fine de la qualité de vie du patient, puisque vous voyez que près de 40% des patients ont une baisse de la durée moyenne des crises qui dépasse une journée. Donc, au début de l'étude par rapport à la fin de l'étude, on a 40% en gros des patients qui souffrent de crises de moins d'une journée.
Ensuite, on a une baisse de la fréquence, avec donc, quand on regarde le nombre de patients qui rapportent une crise dans le dernier mois, une baisse de 43% des patients qui rapportent une crise dans le dernier mois. Et enfin, l'intensité douloureuse, avec une baisse de près de 50% de nombre de patients qui reportent une douleur relativement très importante dans l'étude, puisqu'on mesurait l'intensité douloureuse. Ce qui est important in fine, c'est que près de 54% du nombre de patients reportent une amélioration dans leur activité quotidienne. Et puis, vous le savez, ça a été souligné par le professeur Henrotin, la baisse de la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'antalgiques à base de paracétamol. Dans cette étude, nous avons retrouvé une baisse de 72% de la consommation d'antalgiques et d'AINS, ce qui est évidemment un élément très important. Donc, voilà en quelques mots un survol de cette étude qui a été conduite très récemment en France avec Artelio. Et si vous voulez bien, professeur Henrotin, je vais peut-être vous poser quelques questions. Et notamment, je pense une question qui intéresse tout le monde, c'est de savoir en quoi ces résultats aujourd'hui viennent nous aider à mieux comprendre la prise en charge des patients arthrosiques et notamment le rôle qu'un produit comme Artelio peut jouer dans la gestion de ces patients. Apparemment, donc, merci. Non, non. Voilà, vous m'entendez, je l'espère, oui. Oui, on vous entend très bien pour ça. Donc, il faut d'abord évidemment bien replacer le contexte. C'est une enquête d'usage. Donc, ce qui est important, c'est que, et vous n'avez pas mentionné, mais ça montre aussi que le produit est bien toléré. Donc ça, c'est déjà très important. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu, en tout cas, de déclaration d'effets secondaires sévères liés à la prise du produit. Ça, c'est très important. Et je pense aussi que, évidemment, toutes ces données vont être très utiles pour la suite de la recherche scientifique, puisque ça va nous permettre, en tout cas, je dis nous, mais ça va permettre en tout cas à la société qui développe ce produit de bien designer son essai clinique démonstratif versus un groupe contrôle. Donc, je crois qu'en effet, il y a des points forts à retenir. Et pour moi, le plus fort, c'est que les patients ont pu se passer des anti-inflammatoires et des antalgiques. Ça veut donc dire que Artelio a un effet, en tout cas, qui a été suffisamment que pour qu'ils se disent ben, je n'ai plus besoin de ces anti-inflammatoires qui sont quand même la référence actuelle dans le traitement de l'arthrose. Donc pour moi, c'est un point évidemment important et qui justifie à lui seul l'utilisation de ce produit. Pas d'effets secondaires et surtout éviter la prise prolongée d'anti-inflammatoires dont on connaît les effets secondaires. Je crois que ça, c'est la très bonne justification d'Artelio. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que contrairement à tout ce qui existe actuellement sur le marché et même en recherche, c'est que Artelio a une action très en amont. On agit sur la barrière intestinale, sur une cause d'un syndrome inflammatoire systémique. Et donc, je pense que le mécanisme d'action est à lui seul très innovant, très intéressant pour la compréhension du mécanisme d'action du produit, et surtout, c'est un mécanisme d'action qui est unique. Actuellement, il n'y a pas de produits sur le marché qui agissent comme ça via l'intestin. Donc, je pense que vous avez mentionné le nom, il y a aussi peut-être une grande probabilité que ce produit puisse un jour servir plus dans le contexte d'une prévention de la maladie. Donc, là, je pense qu'il y a vraiment une piste excessivement intéressante à explorer. Oui, tout à fait. Dans cette étude, et j'ai omis de le dire puisque nous avons forcément une limitation de temps, mais c'est vrai que la qualité de vie était aussi une des dimensions qui était étudiée dans cette étude, et on voit nettement cette qualité de vie s'améliorer. Bien évidemment, les patients souffrant moins peuvent reprendre leurs activités quotidiennes et effectivement peuvent avoir une amélioration de leur qualité de vie. Et donc, cette enquête qui est une enquête aujourd'hui de terrain, et qui n'est pas un essai en double aveugle randomisé versus placebo ou versus produit de référence, je tiens à le préciser, nous ouvre la porte sur une probable étude clinique réalisée dans un cadre méthodologique plus contrôlé. Et nous savons aujourd'hui, grâce à ces résultats, dans quelle direction nous diriger sur le plan méthodologique pour pouvoir construire un essai randomisé en double aveugle versus placebo ou versus
produit de référence, Je ne vois pas lequel, mais… qui puisse nous donner un résultat plus tangible concernant l'efficacité versus un groupe de référence. En effet. Merci. Alors, je vais vous dire un mot sur le laboratoire Immubio. Donc, j'ai créé ce laboratoire en 2016. Donc, nous avons 3 marques qui sont Physionorm, Physiostime et Artelio. Et aujourd'hui, nous sommes un des labos majeurs en termes de croissance. Diapositive suivante. Nous sommes vendus exclusivement en pharmacie et nous avons une offre assez complète. Diapositive suivante. Donc, création en 2016 en partenariat avec des Danois du laboratoire Biocare, qui est Biocare Travail est une entreprise danoise qui fonctionne comme une bibliothèque de bactéries. Et en fait, ils sont à l'hôpital de Copenhague. Ils isolent des bactéries, hein, puisque vous savez, ces probiotiques sont issus de porteurs sains. Et ensuite, on met en culture ces bactéries. C'est un marché, vous le savez, très dynamique, hein, supporté par la recherche qui est encore plus active. Aujourd'hui, c'est le domaine majeur d'Axe de la recherche. Et chez Immubio, on veut absolument, c'est notre culture, hein, c'est ma culture, médicaliser l'approche. Alors, c'est vrai que j'ai vu quelques questions et on aura l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui, chaque année sur le microbiote, c'est plus de 50 000 publications et c'est 1200 recherches cliniques. Donc, c'est un des enjeux majeurs de santé, hein, et un des points majeurs, ce sont les postbiotiques, et je vais y revenir tout à l'heure sur la définition du postbiotique, hein, parce que je sais que vous êtes de plus en plus informés, mais vous avez grosso modo les probiotiques, qui sont des bactéries. Hein. Ensuite, vous avez les prébiotiques, qui sont la nourriture de ces bactéries, qui sont majoritairement à base de fibres. Et enfin, vous avez les postbiotiques, c'est quand on désactive les bactéries, elles produisent des métabolites ou elles produisent des substances qui vont avoir un effet bénéfique sur l'organisme. Et Immubio a une offre en postbiotiques, Artelio, et puis un autre produit qui s'appelle Physionorm Plus. J'ai un petit peu par provocation, mais intitulé « Phénomène de mode ou réalité », parce que je reste très proche du monde des journalistes, et c'est vrai que même le monde de la santé, il y a à des moments une espèce de saturation où tout le monde dit bah oui, les probiotiques, le microbiote va tout soigner. Mais ce que je crois qu'il faut que vous ayez bien présent à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout sur le microbiote. C'est pour ça qu'il y a plus de 50 000 recherches et plus de 1200 essais cliniques. En revanche, ce que l'on sait, et je crois que c'est l'approche d'Immubio, c'est que l'inflammation du côlon va entraîner une inflammation généralisée de l'organisme. Et vous l'avez vu, comme vous l'a montré Juan, c'est-à-dire que la prise en charge, là en l'occurrence des LPS, mais la perméabilité intestinale va faire qu'un certain nombre de pathogènes et d'allergènes vont traverser la barrière intestinale. Et une fois prise en charge de l'autre côté par les cellules dendritiques, par les cellules mastocytaires, vous allez avoir production de cytokines et production des interleukines inflammatoires. Et elles vont venir perturber un certain nombre de mécanismes qui devraient normalement se passer bien. Et bien là, ces interleukines vont venir chambouler, et vous en avez certainement entendu parler, chambouler les neuromédiateurs. Hein. On sait que ça va venir chambouler la sérotonine, les précurseurs de la sérotonine, de la dopamine et du GABA. Là, en l'occurrence, dans le cas d'Artelio, on sait que le passage des LPS va venir dégrader le cartilage articulaire. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout, hein. C'est pour ça que moi, je reste très humble. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais autant maltraité notre microbiote
dans les pays développés, hein, et je ne sais pas si certains d'entre vous suivent l'explosion des maladies métaboliques, hein, le diabète, l'asthme, les allergies, alors que dans les pays en voie de développement, quasi zéro. Et il y a des équipes franco-allemandes qui ont suivi et qui ont travaillé sur la richesse du microbiote et sur la dysbiose. Et on le voit bien avec le Covid, hein. Le Covid a mis en évidence cette concurrence des espèces, et vous le savez, même si on n'a pas tout décrit sur le Covid, mais les patients mouraient très souvent d'un orage cytokinique, hein, et on voit bien que la dysbiose entraîne une production de cytokines inflammatoires. Un petit clin d'œil, hein, nous sommes plus bactériens que cellulaires, puisque ce microbiote est composé à peu près de 100 000 milliards de bactéries, alors qu'on a 10 000 milliards de cellules. Nos hôtes sont clés pour notre santé et notre survie, et c'est vrai que c'est un clin d'œil à la toute-puissance, hein, du prédateur ultime qu'est l'homme dans cette chaîne alimentaire. Eh bien, le prédateur ultime qu'est l'homme, sans ces bactéries, on mourrait instantanément. Ce que je crois qui est très intéressant aussi, c'est la mise en évidence de la concurrence des espèces. Il y a énormément d'équipes qui travaillent là-dessus. Les pharmaciens sont très, très affûtés sur les questions de bactériologie, hein, mais on peut un peu schématiquement dire que plus on est saturé en bonnes bactéries, moins les pathogènes ont de l'espace pour se développer. Et puis enfin, l'axe intestin-cerveau, hein, peut-être certains d'entre vous ont vu la très belle émission de Théma sur Arte sur l'axe intestin-cerveau, et on parle du deuxième cerveau, hein, puisqu'on sait que la grande découverte, c'est à peu près 300 à 400 millions de neurones dans les intestins, et certains chercheurs même disent que probablement ça aurait été même le premier cerveau. À l'époque où il y a plus d'1 million d'années, les hominidés, si je puis dire, la préoccupation majeure, c'était la recherche de nourriture, et donc cette quête de nourriture, et puis l'arrivée du feu qui va permettre de cuire les aliments, et donc de prendre moins d'énergie pour cette digestion des aliments, et du coup libérer de l'énergie pour le cerveau supérieur qui deviendrait. Et je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais le nerf vague, en fait, avait pris ce nom-là parce que justement, les anatomopathologies de l'époque ne comprenaient pas cet axe intestin-cerveau. On n'avait pas encore découvert ces neurones, et donc avaient appelé le nerf vague parce que justement, il n'y avait pas une mise en évidence de cette fonction primaire. Diapositive suivante. Donc, les domaines thérapeutiques du laboratoire, ce sont les grands domaines du microbiote, hein, donc une gamme gastro-entérologie, une gamme urogénitale, hein, les femmes ont un microbiote vaginal en plus des hommes, la gamme pédiatrique. On voit que sur un certain nombre de pathologies, les coliques du nourrisson et sur l'eczéma atopique, la bactérie, notamment le Lactobacillus rhamnosus, est clé dans la production d'immunoglobulines, et le Lactobacillus reuteri, c'est une des bactéries les plus étudiées dans les coliques du nourrisson. Une gamme forme et une gamme soins qui s'est enrichie d'un produit, le Resflor, et qui s'est enrichi d'un produit dans l'immunité, très fortement dosé en vitamine C 1 gramme, très fortement dosé en vitamine D, en zinc et en probiotiques pour répondre à ces questions sur le Covid. Diapositive suivante. Donc, on a un principe chez Immubio, c'est que tous les laboratoires, l'ensemble des laboratoires vont apporter des bactéries qui après, on va les sélectionner pour leur capacité d'adhésion à la paroi de l'intestin. Vous savez que le microbiote est presque une empreinte digitale, hein. On a tous un microbiote différent. C'est l'épigénétique, hein. On a tous un Lactobacillus rhamnosus, mais une dernière séquence d'ADN va faire que c'est unique. Donc, ce qui va être important, un peu schématiquement, c'est comment on va protéger nos bactéries des agressions des sucs biliaires et gastriques. Vous savez que l'estomac, c'est un chaudron de sorcière, hein, je veux dire, le pH, il y a de l'acide chlorhydrique, le pH est très très bas, donc les bactéries vont énormément souffrir. Et chez Immubio, on a un brevet qui est le CryoProtect, qui permet de protéger individuellement chaque bactérie en les enrobant d'une matrice de tréhalose plus phosphate avant lyophilisation. Deuxième point, c'est l'action symbiotique. Aujourd'hui, tous les gens travaillent en action symbiotique, c'est-à-dire qu'il faut apporter des prébiotiques pour alimenter nos probiotiques.
Mes confrères ne mettent pas des prébiotiques pour deux raisons majeures. Un, parce que ça coûte plus cher. Deux, parce que le prébiotique majeur que vous allez trouver, c'est de l'inuline, c'est de l'extrait de chicorée. Et l'extrait de chicorée, c'est une très grosse molécule que les bactéries ont du mal à manger et donc qui va fermenter, elle va rester dans les intestins. Et donc, les gastro-entérologues disent qu'il ne faut surtout pas rajouter de la colopathie à des colopathes. Eh bien, nous, c'est des prébiotiques qui s'appellent Actilite. Ce sont des fructooligosaccharides à chaîne courte. Les bactéries vont casser les ponts de fructose et vont pouvoir les digérer tout de suite. L'autre grand intérêt, et si certains journalistes vous avez besoin, je pourrais vous envoyer l'étude sur Actilite, c'est la production d'acides gras à chaîne courte. Je ne sais pas si c'est des notions que vous avez déjà entendu parler, mais notamment le propionate et le butyrate. On est en train de bosser énormément sur le butyrate. Il y a une équipe d'Henri Mondor qui a bossé sur le butyrate. Et le butyrate, ces acides gras à chaîne courte, sous l'effet des prébiotiques, permettent de renouveler les cellules de l'intestin. Je ne sais pas si c'est des notions que vous avez, mais les cellules de l'intestin se renouvellent entièrement tous les 3 jours. Et donc, il y a besoin de ces acides gras à chaîne courte pour le renouvellement et les fructooligosaccharides sont majeurs. Et enfin, c'est la conservation des bactéries. Quand je vois que mes confrères mettent des bactéries dans des blisters, des bactéries lyophilisées dans des blisters, à moins d'être dans un blister alu-alu, eh bien, dans un blister, vous avez de l'humidité. Qu'est-ce que font les bactéries? L'eau, c'est la vie et c'est la mort des bactéries. Les bactéries reprennent vie. Il n'y a pas de milieu de culture. Elles vont mourir en 48 à 72 heures. Eh bien, nous avons développé un tube qui s'appelle le tube Active Dry, qui permet qu'il y ait moins, c'est un tube qui me coûte assez cher à Emubio, mais qui permet qu'il y ait moins de 1% d'humidité. Et donc, on a une stabilité, on a 36 mois de stabilité sur les produits sous Active Dry. Enfin, qu'est-ce qu'un postbiotique? Donc, le postbiotique, c'est une préparation de micro-organismes inactivés, c'est-à-dire qu'on va désactiver les bactéries et où leurs composants vont conférer un avantage pour notre organisme. En l'occurrence, Artelio est un postbiotique. J'ai vu qu'il y avait une question, et c'est en partenariat avec le laboratoire Biose, qui a désactivé un Bifidobacterium longum. Et le Bifidobacterium longum, la désactivation, ce postbiotique, va permettre, comme vous l'a expliqué le docteur Juan Dunia, de bloquer les récepteurs ALPS, en lipopolysaccharides, que sont la galectine et la désine. Eh bien, c'est ce postbiotique. On en a un autre chez Emubio, diapositive suivante, c'est le Physionorm Plus, qui est une autre façon de désactiver des bactéries. Ce sont des bactéries tyndalisées. Et là, ça va être intéressant parce que les 3 phases de chauffage vont permettre la production de bactériocines, qui sont un puissant agent antibactérien associé au Saccharomyces boulardii. Voilà, donc on a 2 postbiotiques chez Emubio, le Physionorm Plus et l'Artelio en lysate Bifidobacterium longum. Merci de votre attention et maintenant c'est la place aux questions-réponses. Les produits permettant une régénération du plasma. Alors, peut-on injecter peut-être, je ne sais pas si vous voyez les questions, professeur Enrotin, mais donc peut-on injecter une nouvelle éponge de cartilage? Alors, donc, que peuvent actuellement faire les chirurgiens? Chez les sujets jeunes qui ont une lésion du cartilage suite à un traumatisme d'une petite taille, donc ici on est dans un contexte sain, donc on n'est pas chez un patient arthrosique, il est déjà possible d'injecter au niveau de la lésion des cellules, soit des cellules qui viennent du sujet lui-même, des chondrocytes qui viennent du sujet lui-même, et de les placer pour qu'elles reforment du cartilage localement. Chez les sujets jeunes, ça se pratique déjà avec plus ou moins de succès, c'est-à-dire que la durée de vie n'est pas très longue, parce que le tissu qui est reformé n'est pas identique au cartilage, et donc au bout d'un certain temps, l'usure prend quand même le pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de laboratoires qui développent des biomatériaux de plus en plus intelligents, déformables, qui peuvent être avec des cellules ou sans cellules, des cellules autologues, donc de l'individu lui-même, allogéniques, donc des lignées qu'on a produites, ou encore des cellules souches et qui reforment des biomatériaux. Et on espère beaucoup, évidemment, dans l'avenir, que ces biomatériaux vont permettre et pourront être utilisés aussi dans une articulation arthrosique, puisque
La différence avec ce qui se fait maintenant chez un sujet sain et jeune, c'est que là, l'objectif, c'est d'injecter ces biomatériaux dans une articulation qui est malade, avec tout le contexte inflammatoire et dégénératif. Mais donc, il y a en effet beaucoup de matériaux pour le moment qui sont à l'étude, et je pense que dans les prochaines années, ils pourront être accessibles pour le grand public. Il y en a déjà qui sont en phase clinique d'essai. Deuxième question, quelles souches dans ce produit, comment ont-elles été sélectionnées? Alors écoutez, ces souches ont été sélectionnées par notre partenaire, le laboratoire Biose. C'est un Bifidobacterium longum, hein, donc déposé. Et le LISA est un procédé breveté qui appartient à Biose et à Immubio, et donc qui va permettre de produire le métabolite qui va bloquer la galectine et l'adésine pour éviter les LPS de rentrer. Effet supérieur à placebo, alors je vais juste dire un mot, après je laisserai la parole à Juan, mais c'est vrai que les probiotiques, pour être tout à fait transparent avec vous, posent un problème de brevet. C'est-à-dire que lorsque vous allez mener une étude versus placebo, c'est une étude qui est très chère, hein, vous le savez, mais surtout, tout le monde va pouvoir, entre guillemets, proposer sur le marché un produit avec une bactérie qui sera à 99,9% identique à celle que vous allez. Donc, c'est vrai que on l'amènera, on mènera chez Artelio, parce qu'on en a parlé souvent avec le professeur Rotin et le docteur Dounia, on veut médicaliser cette approche, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, n'étant pas leader sur le marché, on n'a pas envie non plus de renforcer nos concurrents, mais on mènera cette étude parce que nos concurrents pourraient proposer un produit à base de Bifidobacterium longum et bénéficier de notre étude clinique. Voilà. Et si je peux ajouter quelques mots, très clairement dans l'arthrose, et je parle sous le contrôle de professeur Rotin, n'ayant pas aujourd'hui à disponibilité un traitement dit de référence, c'est clair que ça serait un design d'étude versus placebo avec un test de non-infériorité, par exemple, et une étude donc en double aveugle. C'est un projet aujourd'hui que nous avons dans les cartons, un projet que nous souhaiterions mettre en place parce que ça serait la démonstration éclatante de l'intérêt d'Artelio dans cette pathologie. Il faut savoir que quand même, il y a un effet placebo qui est significatif dans l'arthrose, et donc ça aussi, c'est un paramètre à prendre en ligne de compte dans le calcul de la taille de l'échantillon. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que grâce à ce travail que nous avons réalisé avec une étude ouverte, mais qui a l'avantage d'être naturalistique et de s'adresser à des patients tels que les médecins généralistes aujourd'hui les voient dans leur cabinet de consultation, ça nous donne des données méthodologiques qui vont nous permettre de calculer, par exemple, la taille de l'échantillon, l'effet thérapeutique attendu, et donc de mieux calibrer cette future étude pour que, bien entendu, on ait toutes les chances de notre côté de pouvoir montrer un effet bénéfique d'Artelio dans l'arthrose. Merci, Rohan. La question, pourquoi ne pas utiliser des probiotiques ou prébiotiques dans l'arthrose? Alors, excusez-moi, je ne comprends pas bien, puisque c'est bien un probiotique, c'est un probiotique désactivé. C'est le terme d'un postbiotique. Donc, c'est bien un probiotique. On n'a pas rajouté de prébiotiques dans ce produit, alors que la majorité des produits d'Immubio ont des prébiotiques, parce que là, c'était vraiment pour bloquer les récepteurs, et donc il n'y avait pas d'intérêt à rajouter des prébiotiques pour bloquer les récepteurs. Je peux rajouter quelque chose? Allez-y, je vous en prie. C'est que l'intérêt quand même des postbiotiques, et en tout cas c'est ce que nous sommes en train d'étudier en laboratoire, c'est que ces postbiotiques contiennent des macromolécules qui pourraient elles-mêmes avoir une activité biologique directement sur les tissus de l'articulation. Donc, outre leur effet sur l'intestin, mais évidemment nous sommes en train de l'étudier avec le laboratoire Biose, c'est que ces macromolécules pourraient également avoir un effet bénéfique sur le chondrocyte, donc la cellule du cartilage. Donc, voilà un intérêt à utiliser un postbiotique. Merci. Il y avait une question sur les LPS que je vais prendre et traiter rapidement. Alors, ces fameux lipopolysaccharides que j'ai aussi baptisés dans ma présentation endotoxines, c'est des composés que les cliniciens connaissent bien. Ce sont des produits qui sont
qui sont liées au bacille gram-négatif. Et ces endotoxines sont responsables d'une pathologie extrêmement sévère qui s'appelle le choc septique avec des endotoxines, que les cliniciens connaissent bien, qui est une défaillance multiviscérale. Et donc, ces LPS, en fait, aujourd'hui, nous, avec Artelio, nous avons mis en évidence un lien avec l'arthrose, mais on sait que ces LPS vont toucher une multitude d'organes, tels que le pancréas, le foie ou le rein, et est à l'origine contribuer ou amplifier des pathologies sous-jacentes. Une de celles que le professeur Henrotin a signalé, puisque dans le cadre de l'arthrose, elle joue un rôle essentiel, c'est le syndrome métabolique dans lequel le pancréas est impliqué. Et on sait que ces LPS viennent aujourd'hui aggraver ou favoriser l'apparition d'un diabète. Voilà un des exemples d'autres toxicités que ces LPS peuvent avoir sur l'organisme. Professeur, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ce point? Non, je pense que vous avez très bien résumé la situation. Il est un fait que ces probiotiques, ces postbiotiques pourraient aussi évidemment avoir des indications dans d'autres types de pathologies, ça certainement. Merci. Combien coûte le traitement, sur quelle durée? Donc, on a une boîte de 30 gélules. Donc, vous l'aurez compris, l'intérêt de ce traitement, c'est l'observance aussi. C'est une gélule par jour. Et le traitement coûte pour 30 jours 17 €. Et nous avons une boîte de 90 gélules pour 3 mois, puisque c'est la taille de traitement de référence. Pour 3 mois, la boîte est à 34 €. Donc, dans notre choix commercial, il y a entre guillemets un mois de traitement gratuit pour que les gens puissent justement observer 3 mois de traitement. Un point qui a trait à la durée du traitement, puisqu'il y a une chose, c'est le prix du traitement, une autre chose, c'est la durée de traitement. Dans l'enquête qui a été conduite, donc les patients étaient suivis sur 90 jours. Ce qu'on a pu démontrer à l'issue de ces 90 jours, c'est un effet rémanent qui protégeait le patient sur environ 30 jours avant la réapparition des symptômes douloureux. Et donc, on a ce mois de bénéfices supplémentaires à l'arrêt du traitement par Artelio qu'il convient aussi de prendre en compte dans la gestion du patient arthrosique par Artelio et qui vient, comment dirais-je, améliorer le rapport bénéfice du traitement par Artelio. Il y a d'autres questions? Ce n'est pas une AMM, c'est un complément alimentaire. Aujourd'hui, les probiotiques n'ont pas d'AMM. Aucun probiotique n'a d'AMM. Donc aujourd'hui, c'est un complément alimentaire. Je pense qu'avec la recherche avançant, il pourrait y avoir une AMM un jour sur Artelio. Alors, ce type de produit ne peut pas être breveté, c'est-à-dire que si vous pouvez breveter le postbiotique, c'est-à-dire la façon d'extraire le LISA les métabolites qui sont produits par la désactivation du Bifidobacterium longum, mais quelqu'un pourrait lancer un Bifidobacterium longum en disant « j'ai une indication sur l'arthrose ». Enfin, n'aurait pas une indication, entre guillemets, au sens médical du terme sur l'arthrose, mais peut lancer un Bifidobacterium longum. En revanche, Biose a protégé le LISA, je ne sais pas si je suis bien clair, c'est-à-dire la façon de désactiver et donc est en train d'isoler les métabolites qui vont bloquer les récepteurs des lipopolysaccharides. Donc, le LISA est breveté, le Bifidobacterium longum, entre guillemets, n'est pas breveté. Peut-être tu peux. Alors, il y a une délai d'action. Délai d'action de la douleur. Dans l'enquête qui a été menée, on voit les premiers effets bénéfiques rapportés par les patients après 30 jours de traitement. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois de traitement, la majorité des patients commencent à reporter un bénéfice tangible pour eux en termes de diminution de la douleur et donc d'amélioration de la qualité de vie. Donc, on a un effet qui est relativement rapide sur des patients qui souffrent chroniquement depuis bien souvent plusieurs années. Alors, il y a une question. Merci, Juan. Il y a une question sur le lien avec la NASH, donc la non-alcoolique stéatose hépatique. Alors là, je ne sais pas si les médecins veulent en parler.
il y a de gros travaux sur les bactéries, notamment le docteur Perlemutter, le professeur Perlemutter à Clamart qui bosse sur les bactéries et le foie. Mais là, pour moi, je n'irai pas sur le Bifidobacterium longum et la NASH. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, professeur. Non, je pense que le mécanisme d'action de ces postbiotiques pourrait en effet justifier une action sur cette pathologie. Maintenant, la question est au conditionnel. Donc, en effet, on n'aura pas démontré, ça va être difficile d'avoir une affirmation. Donc, voilà, je pense qu'en effet, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en effet une piste de recherche, tout ce microbiote qui est énorme. Je pense que c'est quelque chose qui commence à gagner beaucoup de galons et de reconnaissance dans le monde scientifique. Je pense qu'on est au balbutiement, que ça va se développer et que sûrement, prochainement, on va découvrir plein d'autres vertus de ces activités sur le microbiote. Donc voilà, je crois qu'il faut simplement être un peu patient, qu'il faut chercher et qu'on aura des réponses dans les mois, dans les années à venir. C'est sûr. Eh bien, Meryl me fait signe que la conférence est terminée. Je voudrais remercier le professeur Yvan Rotin et Rohan Dounia pour leur participation. Je remercie Meryl d'avoir organisé cette conférence de presse et Anaïs de nous avoir aidés techniquement. Et puis, je vous remercie à tous pour vos questions, votre intérêt pour Artelio. Et je pense qu'on va se retrouver régulièrement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un axe majeur de recherche. Le microbiote, c'est un axe majeur de recherche médicale. Et on est en train, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais de décrypter le génome du microbiote intestinal et on aura l'occasion d'avoir de nouveaux rendez-vous. Merci à vous tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, professeur Rotin.